Les filles, on y va, c'est l'heure. On part à l'école, il faut mettre les chaussures. Va là-bas, va aller chercher à la corbeille, éteins. Il y a 10 ans, mes filles entraient à la maternelle. Ferme ton anorak. À l'époque, on habitait dans un coin plutôt populaire du sud de Paris, au bord du boulevard périphérique. Bonjour mesdames. Bonjour Florian. L'école où elles étaient sectorisées était classée en REP et on s'était vite aperçu qu'il y avait un problème. Cette école n'a pas une bonne réputation. C'était l'école publique, mais il manquait une bonne partie des familles du quartier. Les plus bourgeoises, celles qui avaient les moyens. Et notamment tout un groupe de familles, de gens qui sont là depuis un certain temps, qui se connaissent, qui sont amis, qui se voient le week-end avec les enfants qui sont copains. Et donc, tous, je sais pas de quelle manière ils se sont incités les uns les autres, mais tous ces enfants-là sont à l'école privée juste à côté. On n'est pas du même bord. Voilà. Et on ne va pas se voiler la face. C'est leur côté, nous, c'est notre côté. Et c'est dommage. On devait mélanger tout le monde. Bon, bonne journée. Bonne journée à vous. Ça m'avait valu pas mal de questionnements à l'époque. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Succomber à la tentation de l'école privée, juste à côté de chez nous, pour rejoindre nos semblables, ou résister pour rester fidèle à nos idéaux ? J'en avais fait un podcast. Et après quelques rebondissements, à la fin de l'année scolaire, on avait déménagé. T'occupes pas du carton, là. Pas très loin, à peine 3 arrêts de métro, dans un quartier plus privilégié. Et où là, comme par hasard, il y a nettement moins de contournement de la carte scolaire. Logique. Vu que là, les classes moyennes et supérieures ne se sentent pas en minorité, elles veulent bien rester dans le public. Alors, c'est quoi ta nouvelle classe ? Là, c'est Marion, Gisèle, Nassira, Binta, Ce qui permet de maintenir un semblant de mixité sociale Zoé. Même coiffure que toi. Oui. et de nous donner à nous l'impression qu'on joue le jeu de l'école républicaine. Elle est comment, elle ? Elle est sage. Alors qu'au fond, on s'est surtout embourgeoisé. Orphée, Manon. Orphée, carrément ? Bah oui, Orphée, Manon, Pierre et Paul. Voilà. Aujourd'hui, mes filles se retrouvent donc dans un petit collège public de secteur, sans histoire. Pauline, tu finis à quelle heure ? On vit comme ça, un peu sous cloche, planqué au pays des bisounours. Ok, parce que nous, on a la réunion parents-prof. Il faut une pièce de combien pour le vestiaire, la piscine ? Mais ça, j'en ai. Mais je te demande juste 3 € pour mon entrée. Oui, j'ai été à l'école privée. Je n'ai pas à renier ou à m'excuser pour ce choix qu'ont fait mes parents à l'époque, comme des millions de parents le font chaque année. Et quand, cycliquement, l'actualité me remet sous le nez la crise de l'éducation nationale, Scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité. la démission des responsables politiques face aux inégalités qui se creusent entre écoles publiques et écoles privées, je me dis qu'il faudrait faire le point. Pas sur la situation nationale dans son ensemble, mais plus modestement sur les personnes que j'avais enregistrées il y a 10 ans. Les parents, les enseignants, les élèves, pour voir où ils en sont. Ce qui a fonctionné ou pas dans leur stratégie, comment le choix de l'école a influencé leur trajectoire, ce que la vie leur a réservé 10 ans après. Et essayer de se mettre un peu au clair avec ce que l'on est en train de fabriquer, tous, collectivement, avec notre système scolaire. Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Thomas Loupias et produite par Arte Radio. Épisode 25. Reste dans ta classe. Il faut pas trop savoir. Tu te rappelles ? Non. Pas du tout. On arrivait par là avec la poussette double. Alors, j'ai pas encore eu le temps de retrouver tout le monde, mais j'ai commencé par retourner chez Fatia Abram,
l'assistante maternelle qui habitait dans les HLM juste en face de chez nous à l'époque et qui avait gardé mes 2 filles avant leur entrée à l'école. Pauline, tu peux prendre les roses? Oui. Bonjour, ça va? Oui. On est en bas. D'accord, à tout de suite. Depuis notre déménagement, on est resté en contact avec elle et ses 2 enfants, Yasmine et Enes, mais ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé leur rendre visite. Ah, il est là. Coucou, ça marchait pas. Salut. Mais je vous aurais jamais reconnu dans la rue, quoi. C'est vrai? Vraiment dingue. Non, mais vraiment, quoi. Elle fait pas taille, Allah, tu me reconnais plus? Si, je te reconnais. Quand je l'avais enregistré en 2014, Fatia avait été très claire. Il était hors de question que ces 2 enfants restent coincés dans la ZEP en bas de chez eux. Le temps de mettre Yasmine à l'école maternelle, je me posais la question, où sont les parents médecins, où sont les parents pharmaciens, où sont les parents directeurs, mais nous, on n'est que des gens, des ouvriers. Où est partie notre société? Et comme j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai demandé, où sont... Il m'a dit, mais tu plaisantes, moi je ne mets pas mes enfants dans le public parce qu'il y a mauvaise fréquentation. Moi, mes enfants, je les mets dans le privé. Je dis, ah bon? Il m'a dit, oui, hein, tu es riche, on met les enfants dans le privé. Et ça m'a étonnée, ça m'a ouvert les yeux. Et j'ai dit, l'école publique en France, c'est pour les pauvres. Donc, Fatia avait exfiltré ses enfants dès les petites classes du primaire pour les inscrire à l'école catholique du quartier. L'école, c'est un milieu. Et moi, je veux sauver mes enfants de ce milieu-là. Et puis, au moment du lycée, elle avait trouvé une place pour son fils, Enes, dans un établissement privé, mais dans un autre arrondissement. Il était comment, ce lycée? Hyper bourgeois. Il est au niveau, en plus d'un quartier très bourgeois, ouais, Paris 6. Au niveau de Vavin. C'est Collebourg, là-bas. C'était vers Stanislas, en fait. Ouais, c'est pas loin de Stanislas, exactement. C'est à côté de Saint-Geneviève. Ouais, c'est pas comme Et ça. Henri IV, comment ça s'appelle là, le Non, lycée là? c'est plus loin. Le collège public là, le riche. Montaigne, exactement. Juste à côté de Montaigne et tout. Je l'ai mis pour le cadre. Et je regrette rien. Malgré financièrement, ça m'a vraiment... c'est un grand sacrifice. Mère seule qui élevait ses 2 enfants avec son seul salaire, qui n'est même pas un salaire de cadre. Mais je regrette rien. Et surtout lorsque je vois leur réussite. Que tout ce travail, tout ce que j'ai fait, ils ont réussi leur vie. Et c'est ça le plus beau cadeau. Je me souviens qu'il y a 10 ans, Enes passait sa vie enfermé dans sa chambre à bidouiller son ordinateur. En bon geek, il a passé un bac scientifique en 2016 et il a intégré une école d'ingénieurs, l'Epitech. Ouais, du coup, j'ai fait donc 5 ans d'études en ingénierie informatique. Et toi, tu voulais faire ça? Ouais, je voulais travailler dans l'ingénierie informatique, dans le logiciel. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Je travaille pour Dassault Systèmes. Donc moi je travaille sur des intelligences artificielles, dans l'électroménager, dans l'ameublement, dans le monde entier. Et puis je pense que oui, mon parcours, le fait que aujourd'hui j'ai une ascension sociale au niveau de mes moyens et au niveau de mes fréquentations, du coup parce qu'au taf c'est pareil, tout le monde est ingénieur, minimum, voire doctorant. Je vois que je rentre dans le moule, ouais, que je fais pas de tâches, donc je pense que j'ai réussi ce que je voulais faire il y a 10 ans, tu vois. J'ai pas rigolé avec eux, une seconde. Mais en plus, pour revenir justement sur le débat école privée, école publique, ouais. Je pense que j'aurais eu le même parcours si on était dans un bon quartier et que j'étais dans une bonne école publique. Ça, en fait, la seule différence, c'est juste qu'aujourd'hui, je sais pas si j'aurais eu les mêmes codes, effectivement, si j'étais en public, dans une école publique, la ZEP qu'il y a ici, tu vois. Enfin, clairement pas, j'aurais clairement pas eu le même parcours. Ici, c'est pas du tout, du coup, les mêmes classes sociales qu'il y a autour de toi. Pour essayer de mettre en perspective le cas particulier de cette ZEP du quartier de la Porte de Vanves, qu'on essayait tous de contourner à l'époque, j'ai contacté un sociologue qui travaille depuis des années sur les logiques d'évitement scolaire et la ségrégation urbaine. Il s'appelle Marco Oberti, et quand je lui ai expliqué la situation, direct, il m'est rentré dans le chou. La famille dont vous m'avez parlé, d'origine marocaine, populaire, elle avait de bonnes raisons de scolariser ses enfants dans le privé. Mais vous n'aviez... Moi, je suis pas allée dans le privé. Non, d'accord, non, je dis pas ça, mais ce que je veux dire... Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais pour le coup, pour moi, c'est un peu étrange de considérer qu'habitant dans le quartier de la Porte de Vanves, il y a un risque à fréquenter l'école publique. Si on resitue cet exemple-là à d'autres échelles, à la fois en Île-de-France et dans d'autres métropoles, c'est là où on voit le décalage entre
ce que l'on pourrait entendre par un établissement stigmatisé, disqualifié, et ce qu'est la réalité des établissements du quartier de la Porte de Vanves. Enfin, je veux dire, il faut être sérieux. Mais... ça me fait... C'est comme quelqu'un qui habite tout près du collège de Stanislas, enfin, dans ce quartier-là, et qui décide d'aller dans le privé, quand on sait que par l'effet même de la sectorisation, les établissements publics de ce quartier-là sont en fait très élitistes déjà. C'est là où on voit quand même, je ne sais pas comment le qualifier, enfin une sorte d'hystérie française sur l'école, incroyable. Même pour des gens qui habitent dans le 6e, 7e arrondissement, il y a cette idée que le petit cran au-dessus va faire en fait la grande différence pour la trajectoire scolaire de l'élève. Mais si vous me permettez ça, mais c'est ridicule. Hein. C'est ridicule. Hein. Et bim. Si je comprends bien, pour Marco Berti, je suis à peu près aussi hors sol qu'Amélie Oudéa-Castéra, notre éphémère ministre de l'Éducation nationale. Sur le coup, j'ai eu envie de me justifier. Parce que la Porte de Vanves, désolé, c'est pas tout à fait le Faubourg Saint-Germain. Il suffit de regarder le taux de mention au brevet du collège de secteur, 45%. C'est 20 points en dessous de la moyenne nationale. Mais j'ai bien senti que j'allais aggraver mon cas si je faisais ça. Parce que c'est précisément ce genre de petits calculs, cette obsession de la performance qui est à l'origine du problème. En tout cas dans les grands centres urbains. Dans les métropoles, à commencer par la métropole parisienne, il y a deux choses qui se rendent compte. Il y a à la fois le fait que l'offre est tellement riche, tellement dense du côté du public et du privé, avec des contrastes qui sont très forts en termes de composition sociale et d'offres scolaires, que ça crispe tout le monde et ça crée des micro-hiérarchies où tout le monde veut accéder à l'établissement perçu comme étant un brin ou un cran supérieur à celui de son quartier ou de son secteur. Et il y a aussi le fait que la région parisienne concentre beaucoup de catégories sociales qui sont très méticuleuses, très soucieuses, très attentives à tout ce qui relève de la scolarité. Dans ces micro-différences, justement. On a repéré sur des enquêtes précises des écoles et le collège du secteur où il n'y avait pas de problème, qui étaient moyen mélangés, au sens où il y avait un peu toutes les catégories sociales, qui ne sont pas des établissements très stigmatisés. Et il suffit que sur une année ou deux, en CM1, CM2, un parent leader qui est perçu comme tel par les autres parents, parce qu'il est plus diplômé, parce qu'il intervient dans les associations de parents d'élèves, etc., que ces parents-là décident de ne pas scolariser l'enfant dans le collège du secteur, pour que les autres parents qui connaissent moins bien le système scolaire se disent « bah oui, mais si lui, il le fait, c'est que sans doute que ce collège-là n'est pas aussi bien que les autres. » Et du coup, il y a des effets d'emballement comme ça, où 2-3 parents vont entraîner 10, 12, 15 autres parents, et du coup, changer la composition sociale du collège de secteur. Là, c'est difficile de ne pas me sentir visée, parce que c'est exactement ce qui est arrivé à l'école que l'on a quittée il y a 10 ans. Je n'ai pas précisé à Marco Berti que j'ai été prof pendant plusieurs années, mais je sens bien qu'il m'a définitivement identifiée comme un pur spécimen de cette petite bourgeoisie intellectuelle urbaine qui passe sa vie connectée sur Pronote à surveiller la moyenne trimestrielle de sa progéniture et dont les stratégies contribuent à créer les ghettos scolaires que précisément elle fuit. Ce qui est quand même paradoxal. Sors ton cahier de texte. Je sais pas si je vais le lire, mon journal. Dans la série Serpent qui se mord la queue. Vas-y, fais voir le DM de maths. Attends, j'ai pas mes lunettes. Moi, ce que je trouve incroyable dans cette histoire-là, c'est que ce sont les parents qui devraient être les plus rassurés, qui pratiquent le plus l'évitement. Genre, c'est un galet qui plonge dans l'eau. Oh, quelle horreur. En plongeant un galet dans l'eau d'un récipient cylindrique. Un récipient, en gros, il y a un récipient de cylindre et dans ce cylindre, il y a de l'eau. En plongeant un galet dans l'eau d'un récipient cylindrique. Oui. De 7 cm de rayon. Le niveau de l'eau est le niveau de l'eau est monté à 3 cm. 2-3 cm. Quel est le volume du galet? Oh, mon Dieu. Il faudrait s'interroger sur ce que ça révèle de le peu de confiance que pouvaient avoir les parents les plus diplômés dans leur capacité, par leur propre capital culturel, à compenser des écarts d'environnement qui peuvent exister. Mais précisément, ils sont mieux armés que les autres. Donc, même si leur enfant est dans un établissement moins élitiste que d'autres,
étant donné leur niveau de diplôme et leur attention accordée à la scolarité, il ne devrait pas y avoir de problème. Et d'ailleurs, c'est ce que montrent les études. Pour les enfants de classe supérieure, être dans des établissements un peu moins élitistes, ça change à la marge la trajectoire scolaire des enfants. Il fait un dessin. Oui, il fait un dessin. Donc en gros, là, on a un cylindre. En plongeant. Un cylindre. Mais même dans un établissement moyen mélangé, des enfants de milieux très favorisés ne vont pas voir leur trajectoire scolaire fragilisée. Ok. Attends, mais quand on plonge, genre l'eau, elle est à ras-bord. Attends. Mets ton eau à un niveau que tu veux. Voilà. Non, l'eau, elle est pas comme ça. Elle est droite. Toi, tu veux quoi? Tu veux le volume du galet. Ça veut dire que... Si, c'est ça. Regarde. En fait, pour calculer le volume du galet, tu calcules l'équivalent de ce petit cylindre de 3 cm. Tu comprends? Comment on va l'expliquer? Ceux qui gagnent le plus à être dans des environnements de mixité ou un peu plus favorisés, ce sont les enfants d'origine populaire. Donc, c'est un bel exemple d'une dynamique où tout le monde aurait intérêt à plus de mixité, que tout le monde soit un peu plus apaisé, pour que certains perdent très très peu, je pense aux classes supérieures, très très peu, et qu'en revanche, les enfants des milieux populaires et ou d'origine immigrée gagnent à être dans des environnements plus diversifiés. Mais il y a quelque chose qui l'emporte sur cette logique-là, collective. C'est là où on a raté quelque chose. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où aujourd'hui, pour certaines familles, voir leur enfant confronté à l'altérité, c'est vu comme un facteur négatif pour la réussite scolaire. On n'avait pas trouvé. Parce que là, on va juste trouver la hauteur. Mais non, c'est pas on cherche. En fait, tu pourrais dire, nous cherchons de... Attends, qu'est-ce que t'as écrit? Nous cherchons de combien de millimètres est monté de combien de millimètres est monté l'eau après avoir plongé le galet dans le cube. Appelons H. Appelons la H. Appelons H cette distance. Cette montée. Appelons H la distance de la montée. La montée. H, la distance de la montée. La mesure de la montée. Je sais pas, j'en peux plus là. Je vais craquer. En France, il y a quand même un rapport à la hiérarchie scolaire qui est très très fort et aux formes de prestige, de classement qu'on va relier au fait d'avoir fait des grandes écoles ou telle filière par rapport à telle autre. Ça détermine tellement de choses d'être bien diplômé, d'avoir fait telle école plutôt que telle autre, tel cursus plutôt que tel autre, Normal Sup, Polytechnique, etc., que ça crée des angoisses et des attentes qui sont très très fortes. Et les parents les plus diplômés le savent d'autant plus. Et comme tout ça est très compétitif et ça se joue quand même sur des formes de sélection très scolaires, ça se répercute en amont, pour certains, dès l'école maternelle. On imagine qu'en agissant déjà là, on va mieux préparer la trajectoire scolaire de l'enfant pour qu'il intègre les établissements les plus sélectifs. Et ce jeu des étiquettes et des prestiges porte une sorte de tension très très forte dans le fait de ne surtout pas rater la bonne porte au bon moment. Dans la société, il y a un statut social. C'est comme ça dans la vie, il faut qu'on ait un statut social. C'est très important. Tu le fais dans le privé, tu le fais dans le public, mais bats-toi pour avoir un titre. Donc, tu as le choix. Fatia ne se fait pas beaucoup plus d'illusions que Marco Berti. Elle avait bien conscience dès le départ qu'il fallait pas trop se fier à la belle devise républicaine gravée au fronton des écoles françaises. Que ce qui attendait ses enfants, ça rimait plutôt avec férocité ou anxiété. Je pense que oui, mon parcours, c'est pas juste les établissements privés qui m'ont aidé à accéder à ça, c'est plus le fait qu'il y ait toujours eu ma mère derrière, qui m'a toujours poussé à faire des études et à comprendre, parce que c'est aussi ça le recul de se dire qu'on travaille pour en fait ton ascension sociale, parce que moi j'en accorde pas tant d'importance que ça, mais je le vois avec ma mère qui par exemple a un travail où en fait il y a un vrai mépris. Oui, et que... Parce que moi j'ai un vécu, c'est que moi j'ai fait des études et je suis parmi les femmes maghrébines chanceuses d'être scolarisées les années 60, que la fille elle est faite pour la maison, c'est l'école pour les garçons.
Et j'ai mon bac parmi les garçons. Et j'ai fait 2 années d'études supérieures. Et à la fin, je me retrouve dans un pays étranger. Je fais le travail que les autres ne veulent pas. Parmi les femmes battantes maghrébines. Et se retrouver la sous-estimée dans un pays avancé. Donc, et lorsque je rencontre des gens, ils m'appréciaient, ouverts d'esprit, tout tolérante, machin et tout ça. Dès que j'ai des... Qu'est-ce que tu fais? Je travaille, voilà, je fais dame de compagnie. Ah, elle me lâche à cause de mon statut, parce que j'ai pas de titre. Je suis pas cadre, j'ai pas manager, j'ai pas de titre. Donc, elle me lâche. Et là, c'est là où je connaissais la gravité et la valeur d'avoir des études. J'ai dit d'accord, moi j'ai baissé ma tête, mais j'ai dit mes enfants, ils font qu'ils ont un titre pour avoir une place. Et c'est là que je cours derrière le titre. J'ai fait tout pour que mes enfants sortent. Ils ont, comme ça, ils disent, oui, tu es maghrébin, d'accord, tu viens d'où? Moi, voilà, ingénieur. Moi, tu existes. Les success stories comme ça fait toujours du bien. Ça rassure sur l'état général du système. C'est vrai, en écoutant Fatia et Enes, on pourrait se dire que tout ne va pas si mal au fond. Et même heureusement qu'ils ont eu l'alternative du privé pour éviter la reproduction sociale auquel ils se sentaient condamnés en restant dans l'école publique du quartier. Sauf que si on élargit la focale et qu'on jette un œil aux statistiques nationales, ça devient un peu plus difficile de se raconter de belles histoires d'enfants pauvres sauvés par l'école privée. Parce que des élèves comme Enes, issus de milieux défavorisés, dans le privé, en réalité, il y en a très peu. La différence de composition sociale entre le public et le privé ne cesse d'augmenter. Les enfants des classes populaires sont très majoritairement dans l'enseignement public. Cette part est stable, voire augmente dans certains territoires, alors que dans le privé, la part d'enfants de classe supérieure est très nettement supérieure à celle du public et n'a cessé d'augmenter au cours des 15 dernières années. C'est bizarre, moi jusque-là je pensais que la grosse tendance de fond c'était la privatisation croissante de l'éducation. Mais Marco Oberti m'a expliqué qu'en fait non. Le taux d'enfants scolarisés dans le privé, c'est à peu près stable depuis 15 ans. Ça tourne autour de 16%. D'ailleurs, par la même occasion, j'ai appris que de toute façon, il est encadré, ce taux. Les rectorats limitent les ouvertures de classes pour qu'ils ne dépassent jamais les 20%, tout niveau confondu. En revanche, ce qui augmente nettement, c'est le fossé sociologique entre le public et le privé. On peut se poser la question de savoir si on ne va pas aller vers une école à 2 vitesses, quoi, avec un public qui va se spécialiser une certaine partie du public qui va se spécialiser dans l'accueil des enfants d'origine populaire, et puis le privé, si rien n'est fait, qui va être de plus en plus sélectif et de plus en plus homogène. Mon sentiment, c'est qu'il y a eu un moment où les classes moyennes supérieures, qui jouaient le jeu de la sectorisation, se sont rendus compte que les classes supérieures échappaient à cette logique-là par la ségrégation résidentielle, une concentration dans des quartiers qui avaient des établissements élitistes publics et privés, et que les classes supérieures, dont on ne parle jamais d'ailleurs, étaient dans un autre monde, vivaient et utilisaient autrement l'enseignement public et privé. Et donc, il y a une crispation qui s'est mise en place, qui était d'autant plus mal vécue par les classes moyennes et moyennes supérieures, qu'elles avaient bien conscience que les classes supérieures n'étaient pas concernées par cette injonction de ce fameux pacte républicain qui consisterait à accepter la sectorisation et la cohabitation avec les enfants des classes populaires. Et donc, au bout d'un moment, ça a craqué. Cette frange-là a pris conscience du jeu de dupe, en quelque sorte. Contrairement à ce qui est affiché, avec l'idée d'un grand service fondé sur l'égalité des chances, proposant le même environnement scolaire à tous les enfants, on sait que ça, c'est pas vrai. Et c'est là où on voit, sur les 2 dernières décennies, ces franges-là des classes moyennes et moyennes supérieures aller de plus en plus vers le privé. C'est-à-dire qu'on est dans des dynamiques de disjonction entre ce que l'on peut vivre dans son quartier, par exemple, et ce que peut être le monde scolaire ou l'environnement scolaire de ses propres enfants. Alors, on fait les absents avec les mains, on y va. 25, donc nous avons un absent qui est Emma. Alors, attention, dans ses travaux, Marco Oberti précise bien que cette logique de séparatisme social, elle n'existe pas partout pareil sur le territoire.
À la campagne, par exemple, il y a souvent moins de ségrégation scolaire. Pour plein de raisons différentes, mais déjà, tout simplement, parce qu'en zone rurale, il y a moins de classes moyennes et supérieures. Donc, moins de petites combines pour fuir vers le privé. Donc, moins d'apartheid. C'était là que les bourges. Anna, c'était avec les Français. Mes enfants, ils fréquentaient que les Français. Les Arabes qui en avaient, il y y Jade, qui est libanais, qui ont des restos. Et il y avait l'autre, là, l'ambassade du Maroc. Sami, ce sont des Arabes. Mais dans le corps diplomatique, vous voyez. C'est pas des Arabes d'HLM. C'est pas, voilà. C'est pas la même classe sociale. Les deux seuls pauvres, c'était Ulrich et moi. Voilà. Ulrich qui était noir. Ulrich, et moi, oui, mais Ulrich parce que c'est catholique et sa mère, voilà, quand il était parrainé. Sa marraine, c'était la directrice de l'école. C'était emmené les deux pauvres. Pauvres, c'est pauvre vis-à-vis des autres, des HLM et des femmes qui élèvent toutes seules les deux enfants. Elle aussi, elle en a deux. Voilà. Non, mais le problème, c'était pas forcément juste l'ethnie, tu vois. C'était plus c'était plus une question de classe sociale. Parce que c'est des gens où tu peux pas suivre leur mode de vie, en fait. Leurs parents les ont mis dans un cocon. Et en fait, le problème, c'est que, sans le savoir, ils deviennent détestables. Et ils se rendent pas compte, en fait, des remarques qu'ils disent. À un moment, on voit un film qu'une prof nous a amené, ma prof de première, je crois. Et en fait, c'était un film sur un mec qui a le SMIC. Vivre avec le SMIC, c'est compter ses sous, c'est faire attention à tes dépenses, c'est faire attention à tes courses. Et quand on est sorti du film, la prof, évidemment, elle a demandé un débrief. Ils ont sorti à stat, c'était 75% des Français touchent le SMIC. Et tout le monde était dans la classe en mode halluciné. Ils disaient, bah ouais, mais en fait, vous êtes une minorité. Genre, ce que vous vivez là, vous êtes des privilégiés. C'est que tu te rends compte à quel point ils sont déconnectés de la réalité. Mais il y a un autre truc, c'est aussi les problèmes. Tu vois, genre, on avait plein où c'était non, mais moi j'ai des problèmes en fait. Tu peux pas comprendre ce que je suis en train de traverser. Et quand tu creuses un peu, parce que tu veux être un peu aimable, quoi, même si c'était des gens que j'aimais vraiment bien, donc ça m'intéressait, quoi. Je te demande, bon, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ils te racontent le problème. Et mais en fait, il est où le problème là? Et justement. Les scooters. Quel scooter? Là, le mec t'a dit qu'elle a des problèmes parce qu'il veut changer sa moto, il veut plus force ou quelque chose comme ça. Et les fauchés, ses parents sont fauchés parce qu'ils peuvent pas lui changer sa moto. Toi, quand tu vas écouter ce genre de truc, en fait, t'as l'impression qu'il te manque de respect, quoi. Putain, je peux pas avoir le dernier bolide. Putain, merde, quoi, mec. Mais vraiment, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est ça qui me faisait que je rentrais, les sourcils français du lycée. J'étais, putain, mais encore mais quel nombre de connards, quoi, tu vois. Et... Quand il cherche à finir de moi, il cherche à changer des scooters. Qu'est-ce qu'il chose de plus? Non, mais c'est ça, quoi. J'ai fait tout mon collège dans le public, à Lyon, près de la gare de Perrache. Le quartier foutait un peu le blues, au bord des voies ferrées, entre les entrepôts SNCF et une prison pour femmes. Heureusement, j'avais une super bande de copines, très marrantes, mais qui n'étaient pas trop au goût de mes parents. Nadège portait des jeans troués et sortait avec un militaire de 25 ans. Amel avait 6 frères et sœurs, pas de père, et fumait des Marlboro rouges. Et Mélinda avait redoublé 2 fois. Du coup, à la fin de la 3e, mes parents ont préféré m'envoyer chez les Jésuites, le lycée privé de la vieille bourgeoisie lyonnaise, avec 98% de réussite au bac. C'est comme ça que j'ai découvert le royaume des kékés en doudoune chevignon, fils d'avocat ou d'orthodontiste. Évidemment, la première chose que j'ai faite en arrivant en seconde, c'est de tomber amoureuse d'un skateur en carton qui se la jouait rebelle alors qu'il vivait dans un 200 mètres carrés. Évidemment, il m'a brisé le cœur et je me suis mise à travailler pour oublier. Résultat, à la fin, j'ai eu mon bac avec mention. Mes parents étaient satisfaits. Pourtant, sur le plan pédagogique, j'ai vraiment pas eu l'impression de vivre une révolution. Ma prof d'allemand de première était à peu près aussi foireuse que celle que j'avais eue en 5e dans le public, mais mon professeur de physique-chimie de terminale était aussi merveilleux, drôle, passionnant que Madame Gagnel, la professeure de français qui avait illuminé ma 6e en nous faisant lire Marcel Pagnol et Italo Calvino. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Là où je veux en venir, c'est que la différence entre public et privé n'avait pas grand-chose à voir, à mon avis, avec le niveau des enseignants. Le véritable avantage du privé, c'est de recruter dans les milieux les plus favorisés. Ce qui garantit
des taux de réussite au baccalauréat avec mention très bien, ou des taux de placement dans les écoles ou dans les filières sélectives plus élevés de certains établissements privés, c'est surtout et avant tout le résultat de sa composition sociale beaucoup plus favorable. On le voit bien, même sur le cas de Sciences Po, par exemple. Lorsqu'on contrôle par la composition sociale de l'établissement et de l'élève, en termes de probabilité d'être admis à Sciences Po comme exemple d'une grande école, le privé ne fait pas mieux que le public. Vous êtes prêts? Motivés? Bon. Et si vous rajoutez à ça le fait que certains établissements éliminent au fil du cursus ceux qui vont avoir tendance à faire baisser leur taux de réussite, ce que ne peut pas faire, et heureusement le public, ça fait une autre différence. On ne garde que ceux qui vont garantir ou participer à une meilleure efficacité en termes de taux de réussite avec mention au baccalauréat, par exemple. C'est pas un jeu très équitable, d'autant moins équitable que ce qu'on appelle l'école privée, elle dépend pour une large part de subventions publiques. À hauteur, donc après il faudrait regarder dans le détail, mais c'est autour de 75% financé sur fonds publics, et que ça profite aux élèves les plus favorisés lorsque la situation se dégrade pour ceux qui restent dans le secteur public. Donc, moi, ce qui m'agace un peu, c'est qu'on ne cesse d'être sollicité, moi et d'autres collègues, pour réduire la ségrégation scolaire dans les établissements publics. Et on ne cesse de dire que tant qu'on ne reliera pas cette question-là à la question de l'enseignement privé, on sera un peu limité dans nos marges de manœuvre. Sur cet écrémage que pratiquent sans vergogne les établissements privés pour se maintenir sur le marché, alors même qu'ils se font tranquillou financés par les collectivités publiques, Énès a quelques souvenirs bien cuisants. C'est-à-dire que dans ton collège privé, ils voulaient t'envoyer en lycée technologique. Exactement. Son choix pour la seconde, ils veulent qu'il fasse lycée de technologique. En gros, pareil, ils voulaient pas que je fasse général. En fait, c'était un professeur en particulier qui presque posait son veto pour que j'aille pas en général, en fait. Donc, il y avait clairement ce truc de ouais, bah reste à ta place, quoi. Enfin, tu n'iras pas en général, quoi. Et en fait, bon, moi j'avais, cette époque-là, 13-14 de moyenne, j'étais pas... voilà. Quand même 14 de moyenne, oui, mais c'est excusez-moi, 14-15, c'est toujours des encouragements. 13-14, dans la suite logique en fait de notre école, il y a un peu un partenariat implicite avec une autre école qui s'appelle Sion. Pour aller à Sion, il fallait être dans la moyenne haute en fait. C'est minimum 16 en fait, tu vois, et sinon tu rêves. Donc j'avais été retenu pour un lycée, mais ils nous disaient, ouais écoute, tu n'iras pas en général. Moi en tout cas, à mes yeux, c'est mort. Déjà pendant notre relation en fait pendant l'année, je savais que ce mec qui se foutait tout le temps de ma gueule et tout, c'était vraiment infernal. Pourquoi En fait, je pense que lui se trouvait ça marrant, mais par exemple, je posais des questions un peu bêtes, par exemple le Languedoc-Roussillon, je savais pas enfin, en gros, il y a plein de cultures standards qu'on a parce que nos parents sont français et où ma mère, elle m'a pas forcément transmis ce genre de choses. Et du coup, t'es souvent amené à poser des questions bêtes en mode bah je connaissais pas cette région de France. Donc tu te souviens de Languedoc-Roussillon? Ouais, ça m'a marqué parce qu'il s'était foutu de ma gueule par rapport à ça en me disant ouais bah comment ça tu connais pas le Languedoc-Roussillon quoi. Bah je sais pas où c'est quoi. Enfin et en gros bah toute la classe rigole. En fait à cet âge-là, j'étais capable d'avoir du second degré, mais c'est juste là je passe un mauvais moment quoi. Je suis juste là en mode ouais en fait là tu me prends pour un pitre et tu m'humilies publiquement en fait. Et ce mec tout le temps c'était ça quoi. Et c'est notre prof d'histoire. Alors j'adore l'histoire, donc heureusement j'avais des bases personnelles, donc je prenais pas trop cher. Mais dès qu'on était en géo national, bah ouais là je passais des mauvais moments quoi. Mais assez méchamment, c'est pas juste on rigole ou on bouffe de rire, c'est vraiment en mode il insiste et il en reparle à d'autres cours quoi. C'est d'autres refs à chaque fois, ah bah Languedoc, tu demanderas à Anas quoi. Et c'est tout le temps comme ça en fait. Alors moi je viendrai pas à dire que c'est de la discrimination ethnique et tout parce que... Moi je l'ai dit parce que c'est moi qui me suis représentée pour ça. Elle m'a dit non, il faut mettre votre enfant dans des lycées techniques. J'ai dit pourquoi? Moi je veux qu'il sera dans le général. Il m'a dit non, moi je le vois là-dedans. Et donc t'as toujours cette pression, là c'est l'angoisse en fait, je vais me faire virer, mais qu'est-ce que va dire ma mère en fait quoi. Et il y avait plein de moments d'injustice où il y a des moments en fait t'es obligé de te taire et d'avaler le truc. Et après, c'est un peu la vie, quoi. En règle générale, il y a forcément des injustices où t'es un peu obligé de te taire. Mais ouais, c'était terrible. C'est des remarques pénibles. Tu parles comme une vache espagnole. Tu vois, c'est toujours des trucs un peu dans le tapis. Je suis partie chez la dame là qui dit tu parles comme une vache espagnole. J'ai dit madame, je paye pour qu'il parle le français. La vache espagnole, c'est moi. Mais moi, je paye pour que mon fils ne parle pas la vache espagnole comme moi. Je paye, madame, je vous paye pour que apprenez à mon fils de parler bien le français. D'accord? Lâchez mon fils, s'il vous plaît. Hein? Au
heureusement, mes enfants n'étaient pas violents, parce que lorsque vous cherchez la justice vis-à-vis d'un enfant, s'ils sont colérés, tout ça, ils vont chercher la bagarre et vont les virer. En écoutant Fatia et Enes retracer leur épopée scolaire à deux voix, comme ça, je me suis dit que cette histoire qu'ils se racontaient a posteriori était peut-être une manière d'encaisser toutes les humiliations subies, en les intégrant aux péripéties de leur récit familial. On était vraiment des aventuriers et courageux pour y arriver. En tout cas, qu'ils devaient se sentir d'autant plus fiers qu'ils avaient réussi à déjouer les injustices du système scolaire et les lois de la reproduction sociale. Du coup, quand j'ai découvert que 2 professeurs de linguistique, Laëlia Véron et Karine Abivin, venaient d'écrire un livre sur les récits de transfuges de classe, j'ai tout de suite pensé que ça résonnait avec mon sujet. Parce que moi, les récits de transfuges de classe, j'adore. Albert Camus, Annie Ernaux, Édouard Louis, toutes ces histoires d'ascension sociale spectaculaire où un enfant arrive miraculeusement à sortir de son milieu d'origine, comme Enes, ça me fait monter les larmes aux yeux. J'en redemande. Or, la démarche de Laëlia Véron et Karine Abivin, c'est justement de se demander pourquoi. Pourquoi on aime autant ces histoires de transfuges de classe ? À quoi elles nous servent au fond ? J'écrirai pour venger ma race. Cette phrase, elle a été écrite il y a 60 ans dans mon journal intime. D'où vient cette espèce d'engouement généralisé qui a culminé avec le prix Nobel d'Annie Ernaux en 2022 ? J'étais étudiante en lettres dans une faculté de province, parmi des filles et des garçons pour beaucoup issus de la bourgeoisie locale. Et surtout, qu'est-ce que cette mode littéraire révèle de notre rapport à l'école ? Je pensais orgueilleusement et naïvement qu'écrire des livres suffirait à réparer l'injustice sociale de la naissance, dans une illusion que l'école avait déjà entretenue en moi avec ma réussite scolaire. Voilà, il est là le lien direct avec notre sujet. Dans leur livre, qui s'appelle « Trahir et venger », Laëlia Véron et Karine Abivin soulèvent le fait que la plupart du temps, dans les récits de transclasse, l'ascension sociale du héros se fait grâce à l'école. Et donc, ça flatte notre idéal méritocratique. Ce qui, pour la linguiste Karine Abivin, fleure légèrement le délire collectif. Si on songe à l'étymologie du mot méritocratique. Méritocratique, c'est le pouvoir, quoi. C'est que le pouvoir va au mérite. Et donc, ce serait cette idée que quand on est méritant, qu'on fait des efforts, et en particulier à l'école, on a des bonnes notes, et donc on a des bons diplômes, et donc on a des bons métiers, et donc on a peut-être de l'argent, de la reconnaissance sociale, que sais-je. Et donc, cette idée, elle est assez représentée de fait dans les récits de transfuges de classe, ce qui n'est pas évident quant à la réussite sociale, entre guillemets, en général. On peut réussir par autre chose que l'école. On peut devenir un grand footballeur, on peut devenir un entrepreneur, on peut devenir tout un tas de choses sans forcément réussir par l'école en particulier. Donc ça, il y a des sociologues qui l'ont étudié et qui disent que la mobilité sociale, d'une part, elle n'est pas linéaire. D'un point A à un point B, on part de très précaire à très haut, par exemple, qui serait le transfuge de classe type. En fait, il y a plein de micro-mouvements. On peut revenir un peu en arrière. Les parents, souvent, on fait déjà un pas, en réalité. Et puis, ils donnent à leur enfant les moyens d'en faire un pas de plus. Donc, c'est plus complexe que ce qu'un récit uniforme pourrait laisser penser. Et donc, il y a déjà cette idée que les récits de transfuges de classe tels qu'on les véhicule aujourd'hui sont un peu, et là, je cite ces sociologues, scolarocentrés, centrés sur l'école. Parce que ceux qui les écrivent, c'est qu'ils ont la main à la plume et c'est que leur truc, c'est l'école, quoi. C'est des intellos, en fait, depuis le début, et on peut très bien réussir sans être intello du tout, ou en étant intello et autre chose. Donc, première critique, le thème littéraire du transfuge de classe aurait tendance à entretenir cette fameuse hystérie scolaire dont parlait tout à l'heure Marco Oberti. La crispation sur les diplômes et l'idée que réussir à l'école est la seule planche de salut pour nos enfants. Et puis, autre problème, ça entretient aussi toute notre petite mythologie nationale autour de Jules Ferry, les hussards noirs de la République, l'égalité des chances. Alors que dans les faits, pardon, mais on n'a jamais été foutu de dépasser les 2% d'enfants d'ouvriers à Polytechnique. Quand je vais à l'école,
Mes deux pieds tapent le sol et on entend. L'enquête PISA, qui compare les systèmes éducatifs des pays de l'OCDE, montre que la France est parmi les plus mauvais élèves de tous les pays. La France est très 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 mal classée. C'est le pays où le poids de l'origine sociale continue d'être le plus important dans la destinée scolaire des enfants. Et donc c'est celle qui corrige le moins bien l'effet de l'origine sociale sur la trajectoire scolaire. C'est quand même un résultat incroyable que le pays qui met le plus en avant l'égalité des chances, le service public, la méritocratie, etc., soit celui qui réussisse le moins bien à corriger l'effet de l'origine sociale sur la réussite scolaire des élèves. Le pire, je trouve, avec cette espèce de French paradoxe que vient de nous synthétiser Marco Oberti, c'est qu'il ne date pas de la dernière enquête PISA. Il nous pend au nez depuis plus de 50 ans. Nous héritons de notre famille de connaissances, d'expressions, des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément à la réussite scolaire. D'autant plus que le système scolaire les exige, souvent sans les donner. Pierre Bourdieu, il a commencé dès 1964 à dire qu'il faudrait peut-être arrêter de se gargariser avec nos belles valeurs égalitaires et méritocratiques, vu qu'on ne se donne pas tellement les moyens de les mettre en pratique. En publiant Les Héritiers, il a même démontré qu'on était en train de fabriquer un système scolaire qui produit exactement le contraire de ce pourquoi on l'a inventé. Mais c'est tellement énorme comme contradiction qu'on a toujours un peu envie de la remettre sous le tapis. C'est pour ça que Laëlia Véron a tenu à en remettre une couche, vite fait. Le Bourdieu pour les nuls. Les travaux de Bourdieu ont vraiment permis de critiquer l'idéologie méritocratique. Parce que Bourdieu, quand il a coécrit notamment Les Héritiers, c'est l'idée que l'héritage aussi culturel, la famille, le milieu social va énormément jouer dans la réussite scolaire et qu'on ne peut pas réduire ça à des idées d'effort individuel. Et que l'école serait plus un lieu de tri social qu'au contraire de possibilité d'ascenseur social. C'est résumé à la SERP, mais c'est cette idée-là de reproduction sociale. C'est là qu'on peut en revenir à nos récits de transfuges de classe. Dans leur livre « Trahir et venger », Laëlia Véron et Karina Bivin se demandent si, à force d'envahir notre espace médiatique, ces récits de transfuges ne finissent pas par occulter tout ce que Bourdieu cherchait désespérément à nous mettre sous le nez. Même quand les auteurs sont d'accord avec lui. C'est ça le plus dingue. Il y a certains qui vont assumer l'idéologie libérale méritocratique. Typiquement, avant Bourdieu, vous avez Azouz Begag. Le Gaune du Chabat, c'est vraiment cette idée-là. Voilà, même le racisme subi, il faut le surmonter, il faut y aller, ce genre de choses. Et puis, vous avez les récits, notamment post-Bourdieu, qui ont bien conscience de ces théories-là, qui ont bien conscience de la complexité du rôle de l'école, du déterminisme social, typiquement Ernaud, Héribon, Louis, Nicolas Mathieu en quelque sorte, et qui vont dire « Attention, je ne veux surtout pas être pris comme un exemple de méritocratie ». Héribon n'arrête pas de le dire « Je suis une exception, mais je ne veux pas du tout être la caution d'une idéologie méritocratique ». Cependant, que ce soit des récits de transfuges post-Bourdieu, pré-Bourdieu, pro-méritocratique, anti-méritocratique, paradoxalement, les représentations de l'école sont très proches. On a quand même des représentations de l'école comme lieu de libération, au moins en partie, des représentations du prof sauveur, on a des représentations aussi des efforts acharnés pour lire des livres. Si on prend un des exemples les plus connus d'Annie Ernaux sur la place, ça commence par l'obtention du CAPES, qui va la faire de fait entrer dans une autre classe sociale. Bon, ça va être difficile, le rapport avec ses parents, etc. Mais c'est quand même un exemple de la mobilité sociale par l'école. Et c'est difficile de représenter ça et de dire aux gens « n'en tirez pas des conséquences ». Enfin, forcément, on va en tirer des conséquences. Forcément, il va y avoir une question d'exemplarité du récit. On a réuni les vêtements de mon père pour les distribuer à des gens qui en auraient besoin. Dans son veston de tous les jours, accroché dans le cellier, j'ai trouvé son portefeuille. Dedans, il y avait un peu d'argent, le permis de conduire, et dans la partie qui se replie, une photo glissée à l'intérieur d'une coupure de journal. La photo montrait un groupe d'ouvriers alignés sur 3 rangs, regardant l'objectif, tous en casquette. Photo typique des livres d'histoire pour illustrer une grève,
ou le Front populaire. J'ai reconnu mon père au dernier rang, l'air sérieux, presque inquiet. La coupure de journal donnait les résultats, par ordre de mérite, du concours d'entrée des bachelières à l'école normale d'institutrice. Le deuxième nom, c'était moi. Est-ce qu'on peut tenir déjà ce premier paradoxe de dire je veux dénoncer le déterminisme social en vous peignant un parcours d'exception, mais attention, mon parcours d'exception n'est pas représentatif. Au bout d'un moment, il y a un décalage qui devient quand même difficile à tenir. Pourquoi alors mettre l'accent sur ça si c'est pas ça qu'il faut retenir ? Et voilà, il y a plein de documentaires qui ont été faits autour des transfuges et qui nous disent des récits pour remettre en cause la méritocratie en nous donnant plein d'exemples de personnes qui, de fait, ont réussi grâce à l'école. Au bout d'un moment, c'est pas tenable, bien entendu, que ça va nous faire croire à la méritocratie, peut-être en nous disant qu'elle est difficile, mais ça va nous faire le croire. Mais on peut aussi comprendre pourquoi, réellement, sans s'en moquer, on a besoin de stimulants. Nous, on est profs, est-ce qu'on va dire à des gens juste reproduction sociale, juste école, lieu de tri social, ce genre de choses ? Non, on a envie de croire à l'exception. Et il faut aussi prendre au sérieux le pouvoir démobilisateur de la sociologie. Souvent, on va un peu balayer ça d'un revers de main en disant oui, mais c'est la conscience des déterministes qui nous permet de dépasser les déterministes. C'est quand même un petit peu facile. Donc peut-être qu'on a aussi besoin de récits d'exception. Enfin, heureusement qu'on espère que ça peut marcher. Sinon, dans ces cas-là, la conséquence logique, tout le monde enlève ses gamins de l'école ou tous les profs démissionnent. Je trouve ça courageux, de la part de Laëlia Véron, d'oser secouer le panthéon littéraire de la bourgeoisie de gauche. Et de nous obliger à clarifier ce qu'on se raconte avec les histoires de miraculés scolaires. Même si ça m'a un peu défrisée, j'avoue, de devoir remettre en question ma fascination pour des œuvres aussi monumentales que celle d'Annie Ernaux. De comprendre que, bizarrement, quelque part, en les lisant, je soulageais aussi ma mauvaise conscience d'ex-professeur de français en ZEP. Voilà, c'est page 197. Biberonné à la culture légitime. Dernier paragraphe, c'est quand la magicienne trouve une solution. Au lieu de me confronter à la manière dont je participe au dysfonctionnement de cette grosse machine infernale. L'objet impossible à trouver, c'était lequel, Nabila ? C'était un objet ? Une tente. Une tente de quoi ? C'est une tente, sa tante. Non, c'est pas la tente. Ah, une tente. De son oncle, c'est quoi ? Une tente. Ben oui, Nabila, une tente pour dormir. Comment tu l'écris, tente, pour pas faire l'erreur de Nabila, là, qui s'est mélangée avec les histoires d'oncle ? T-E-N-T-E. Zib. Ben oui. Concentrer dans des espaces très circonscrits les situations sociales les plus fragiles, c'est explosif. Tant qu'on ne réduira pas les écarts entre les établissements, on ne pourra pas agir sur les stratégies des parents. Et donc, pour réduire ces écarts, la vraie question aujourd'hui, c'est vraiment de rattacher le public et le privé par rapport à des objectifs d'égalité des chances, d'aller vers quelque chose qui serait que, quel que soit l'endroit où vous habitez, vous avez à peu près accès au même environnement scolaire. Rassurer les parents sur le fait qu'en termes de composition sociale, à l'échelle d'un grand secteur, le collège A, B et C auront à peu près la même composition sociale et la même offre scolaire. Les mêmes options, les mêmes possibilités de classe européenne ou tout ce que vous voulez. Et tant qu'on ne pourra pas garantir ça aux parents, il ne faut pas s'étonner que les parents puissent chercher mieux ailleurs et donc participer à l'évitement scolaire et à la ségrégation. À la fin de l'entretien, Marco Auberti m'a confié qu'il était moyennement optimiste sur les évolutions à venir, qu'on manquait de réelles décisions politiques pour inverser la vapeur. Mais j'ai continué ma petite enquête sur mon ancien quartier et j'ai rencontré une ex-voisine, Marianne, qui habite toujours près de la porte de Vanves et qui a une adolescente du même âge que ma fille aînée. Et donc, j'ai demandé à Marianne de me raconter ce qui s'était passé pour elle, si elle avait eu les mêmes dilemmes, comment elle avait vécu la mauvaise réputation dont souffrait François Villon, le collège du secteur, et quel choix elle avait fini par faire. Je crois qu'il y a un papa qui m'a dit, on discutait, on attendait à la sortie de l'école élémentaire nos enfants. Lui avait mis son aîné au collège privé du quartier. Et il m'a dit, il faut absolument pas que tu mettes tes enfants à Villon. Et je lui ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, non, il faut pas, parce que... Non, mais surtout pas... Ok, mais pourquoi ? Et en fait, à aucun moment, il n'a réussi à me dire pourquoi.
Ce que ne nous disaient pas les gens, c'est grosso modo, il n'y a que des élèves en difficulté d'origine étrangère. En fait, c'est ça qui les choquait le plus. Mais on ne peut pas dire. Et puis, très vite, on a sympathisé, on a rencontré d'autres parents qui se posaient sincèrement la question en disant « Mais en fait, c'est quoi le problème avec ce collège ? Il faut qu'on aille voir. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans le collège de secteur public ?» À l'époque, on avait une association, elle existe toujours, hein, de parents d'élèves donc, qui est adossée à la FCPE, qui partageait ces questionnements et surtout qui avait envie de mieux comprendre et de se dire de quoi on parle. Donc allons-y, allons voir le collège. Et on a commencé à y aller à plusieurs. Et d'aller visiter le collège, d'aller véritablement voir ce qui s'y passe, ça change vraiment la donne. Il y a eu un peu un avant et un après. En fait, ça devient concret et on sort de tout cet imaginaire, tout ce qui s'est construit, ces angoisses qui ne sont pas réelles en fait. Marianne m'a raconté en détail ce fameux jour où, avec 10 autres familles de son école, elle était allée visiter le collège. Ils avaient été accueillis par l'équipe de profs qui leur avait montré les laboratoires de sciences, le gymnase, la grande cour arborée et tous les moyens dont peut bénéficier un établissement classé en réseau d'éducation prioritaire. Il y a de l'italien dès la 6e si on le souhaite, il y a un Fab Lab, parce qu'il y a de la place en fait, c'est des grands locaux. Bon, c'est quand même pas mal, enfin voilà, c'est pas tous les collèges ne proposent pas ce type d'option. Ce que j'ai beaucoup aussi apprécié dans le discours du principal adjoint du collège François Villon, au moment où on y est allé, c'est qu'ils n'ont pas fait de classe de niveau, justement. Ils ne veulent pas faire des classes dans lesquelles les parents pourraient se réfugier un petit peu. Vous savez, des classes, on se dit, bon, ben celle-là, elle sera moins pire que les autres. C'est tout plein de processus comme ça qu'il a fallu comprendre. Et le groupe a permis aussi de faire en sorte que ce choix s'est imposé un peu à nous de manière assez, je vais dire, assez naturelle. Et maintenant, on y est, finalement, ma fille est en 4e, je me pose plus du tout ces questions-là. Ça a enrichi nos vies d'une manière considérable, en fait. Et aujourd'hui, on a une vie très ancrée dans notre quartier, qui va ressembler un petit peu à la vie que moi j'avais enfant dans mon village, aux alentours de Toulouse, quoi. En fait, ça ressemble vraiment à ça, quoi. On se connaît, on connaît les enfants des autres. On sait dans quelle classe ils sont, on les voit grandir. Ce sont des lieux comme ça dans le quartier qui permettent de se croiser, de se rencontrer. Donc voilà, le collège en fait très clairement partie aujourd'hui. Voilà, maintenant la question c'est comment appliquer cette leçon d'engagement collectif quand on se retrouve connecté à cette saloperie de logiciel AFLnet pour rentrer les vœux d'affectation en lycée de son enfant. Vu que là c'est un algorithme qui décide. C'est dans un mois, je vous laisse. Je vais potasser le tutoriel du rectorat. Allô ? Allô ? À suivre sur arteradio.com. En fait, moi j'avais 2 types de questions. Le premier truc, c'était vraiment sur la saisie des vœux, parce que donc c'est en mai. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. J'ai toujours pas bien compris comment ça marchait. J'ai regardé les tutos. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Parce que tu sais, il y a 10 vœux à faire, mais en même temps, on n'a que 5 lycées dans notre secteur. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Moi, je crois que ça marche comme un bébé à l'époque.